Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Agnières. Bonjour Philippe. Bonjour. Content de vous retrouver, patron de Merci. Footprint Consultant. Pff, c'est un peu... Oh. Ouais. Non mais la Oui. croissance française qui ralentit. Ah bah oui. On a eu ce petit sursaut Ça a eu au payé. troisième trimestre. Ouais, le chômage qui stagne. On a eu les chiffres hier de l'INSEE. Ça stagne quand même, hein. Les Français qui ont peur pour leur pouvoir d'achat, le mouvement des Gilets jaunes, le président Macron qui est au plus bas dans les sondages. Bref, qu'est-ce qui cloche Il n'y a pas au beaucoup de bonnes royaume? nouvelles, il faut bien reconnaître. Non, mais hein. qu'est-ce qui cloche au royaume de la Macronie? Et sur la politique économique et fiscale du président, on n'est pas sur les questions de style, de pratique du pouvoir. Certains le qualifient, chacun a son avis là-dessus. Il est arrogant, Oui. il est distant. Ça, manifestement, ça ne plaît pas aux Français. Mais sur la politique économique et fiscale du président, Non, mais qu'est-ce qui d'abord, cloche? dans la liste des calamités que vous avez évoquées, il y en a beaucoup qui étaient attendues et qui sont plus ou moins fatales. Il ne faut jamais oublier, quand on parle d'économie, que l'économie, c'est cyclique. Tout ça a été parfaitement documenté, décrit par les économistes. C'est inévitable. Au bout d'un moment, il y a surinvestissement, il y a surendettement, etc. Et puis, Attendez, Philippe, voilà, on a eu un an l'économie, de c'est pas comme croissance. ça. On a eu un an de C'est comme croissance ça. au-delà de 2%. Oui, alors Un le problème, an, c'est que nous, 2017. généralement, on est un peu spécialiste en France du coït interruptus, c'est-à-dire qu'on commence à peine à avoir un peu de plaisir au retour d'une économie convenable que déjà ça s'arrête. Pourquoi? Parce que généralement, et c'est exactement ce qui s'est passé au début de la décennie, on fait tout ce qu'il faut pour retarder le bénéfice du redémarrage. Rappelez-vous, la crise mondiale, par définition, elle était mondiale, donc elle touchait tout le monde. Donc vous avez eu des décrochages hallucinants partout dans le monde, en France d'ailleurs plutôt moins qu'ailleurs. Ah, largement, hein. Juste pour Quand vous l'Allemagne donner une faisait idée. moins 5, nous, en termes de croissance, on faisait moins 2,5, hein. Oui, alors on a mis ce qu'il fallait en filet de sécurité, on en était si fiers, etc. Le prix à payer, c'est qu'on redémarre plus lentement. Mais sur la violence du choc de 2008-2009, les gens n'ont plus forcément ça en tête. Je regardais l'autre jour, soumis sur ce chiffre, c'est hallucinant. Est-ce que vous avez une idée de la chute du PIB sud-coréen? Vous me direz que c'est un plaisir de gourmet, mais en rythme annuel au dernier trimestre 2008, là où la crise se noue, juste après Lehman. 25%. C'est-à-dire que le décrochage qui a eu Parce que lieu, pays très exportateur. pays très exportateur et puis pays où il n'y a pas les mêmes amortisseurs que nous, pays très intégrés, vous avez raison, dans la mondialisation. Donc le décrochage, il a été considérable partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis, beaucoup Et en donc, c'est le Allemagne, un pendant. peu moins Et chez donc, nous. le pendant aujourd'hui? C'est un peu le pendant. C'est Ouais. surtout que nous, on a les amortisseurs, mais on a aussi Donc, c'est une pas la faute de Macron. capacité. Donc, c'est On pas a la- aussi une capacité à faire des bêtises qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que quand François Hollande arrive au pouvoir, première chose qu'il fait, c'est qu'il matraque à grands coups de gourdin les ménages. Si bien que ce qui pouvait éventuellement se cristalliser, parce que nous, on a eu une deuxième crise, rappelez-vous, les Américains et les Coréens, ils en ont pris plein la tête, Ouais, mais les dettes après, souveraines. ça a redécollé. Nous, on a eu la crise de la dette européenne qui nous a fait une espèce de petite retombée. Donc. Et puis, ensuite, arrive François Hollande qui dit, moi, je vais vous arranger les choses, on va augmenter les impôts. Et on va les augmenter de manière très concentrée, concentrée sur les gens qui, généralement, ont une propension à dépenser, propension à investir, propension à créer des entreprises, propension à recruter, particulièrement importante pour l'économie. Vous voulez qu'on remonte à Mitterrand, là, quoi, là? Mais non, pourquoi je dis ça? Parce qu'ensuite, curieusement, parce que Hollande, c'est presque impossible de porter un jugement sur le quinquennat, parce qu'au début, c'est vraiment, mais juste tout faux, c'est-à-dire qu'il fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Puis il y a un basculement au milieu de quinquennat, et là, vous vous souvenez, il y a le CICE, il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Pourquoi j'en parle? Parce que vous évoquiez tout à l'heure la courbe de l'emploi. Elle est très intéressante, cette courbe de l'emploi, si on prend les créations d'emplois. En fait, ça se retourne, comme d'ailleurs François Hollande l'avait annoncé, vers 2015, 2016. Avec 2 ans de retard. Avec 2 ans de retard sur nos petits camarades, c'est ce qu'on est en train d'évoquer, mais ça se retourne bien avant l'arrivée du grand président Macron. Ce n'est pas Macron qui a fait redécoller l'économie. On voit ex post que ça redécolle 2 ans avant l'élection d'Emmanuel Macron, Donc, un peu plus de 2 ans. Donc la politique économique du président n'a pas d'incidence. Contrairement à Il y ce a qu'on des croit en cycles, France, il y a des cycles et quoi il qu'on n'y a, fasse pas- il y a finalement. pas grand-chose qui soit dû aux hommes publics. Évidemment, si vous êtes homme public, vous êtes obligé de vous vanter de ce qu'il fasse beau. La grande posture de l'homme politique, c'est sans me vanter, il fait beau. Généralement, ils n'y sont pas pour grand-chose. On peut faire de grosses bêtises, en revanche, c'est ce qu'a fait Hollande dans la première partie de son quinquennat, et on peut faire des choses bien quand il y a un problème structurel qu'on arrive à débloquer. C'est ce qui devrait être fait aujourd'hui, à mon avis, en France. C'est-à-dire que ce pays souffre d'un excès de dépenses publiques qui est devenu indescriptible, incontestable, colossal, mortifère, ce qui se traduit par des hausses d'impôts qui mettent les gens dans la rue et qui bloquent l'économie, tout ça nous faisant avoir un taux de croissance, comme vous le faisiez très justement observer, inférieur aux autres, même quand tout va bien. Donc ça, ce problème structurel, ça c'est le boulot des hommes politiques de le régler. Mais dans la conjoncture, ils n'y peuvent pas grand-chose. Qu'est-ce qui cloche dans la politique économique du président Macron? Ce serait long, mais s'il faut une seule réponse, ça tient en 2 mots, dépenses publiques. Bien sûr. Dépenses publiques. Écoutez, C'est l'alpha et l'oméga pour vous. On ne peut pas se dégager non. des marges de Ben manœuvre non. pour Non. baisser les impôts Comment si on ne fait voulez-vous pas l'effort baisser les sur la impôts dépense publique. et optimiser la répartition des richesses dans un pays qui croule sous les impôts? Je prends juste un exemple, l'industrie. On est, alors là, c'est terrible, il n'y a plus d'industrie en France. L'industrie est tombée à 10% du PIB en France. Ouais. Alors,
on peut faire avec Ça moins baissait tout le d'industrie monde, que ça nos baissait tout voisins le monde allemands. aussi, hein. Oui, mais nous, ça a baissé particulièrement vite et ça devient très douloureux. Regardez les cartes que vous avez, les cartes de France, quand vous regardez le vote populiste, que vous soyez d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est à peu près la carte du désert industriel. C'est là où les usines ont fermé. Le drame de ce début de décennie en France, et ce qui est terriblement douloureux pour les gens qui sont concernés, c'est la fermeture de la petite usine dans la petite ville. Alors, il y a des choses qui sont inévitables, l'optimisation des circuits de production, il y a des choses qu'il ne faut plus produire chez nous, tout ça est compréhensible. Mais nous, on a détruit beaucoup plus d'emplois industriels qu'il était strictement requis au terme de cette espèce d'ouverture internationale. Pourquoi? Parce qu'on a des impôts de production terribles, parce qu'on a baissé... La France 70 milliards d'euros d'impôts de production. D'impôts de production. Alors, enfin, ça, c'est à mettre au crédit d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qu'enfin, on a constaté. Non, on a constaté. On l'a constaté. On ne corrige pas. Alors on après, ce que je mets pour le coup au débit d'Emmanuel Macron, c'est qu'après avoir constaté, il dit, ah oui, c'est quand même franchement fâcheux, il dit vous allez rire, on fait rien. Ça, c'est assez classique, non pas seulement de lui. Impôt de production, c'est avant de gagner le les moindre impôts de cent de production, bénéfice. c'est les impôts que payent les entreprises avant d'avoir déterminé effectivement le bénéfice. De toute façon, vous êtes là, vous payez. Alors, vous payez taxes foncières, taxes ci, taxes là. Je discutais avec un industriel l'autre jour. Il a une usine en France, une usine en Allemagne. En Allemagne, il a 2 taxes de production, qui sont d'ailleurs assez légères. En France, il en a, je crois, 23. On est chez les dingues. Devinez pourquoi les usines s'en vont, c'est parce qu'elles sont surtaxées. Et ça se traduit par des territoires qui non seulement perdent des emplois à forte valeur ajoutée, à forte fierté attachée, parce qu'il y a de la qualification, à forte rémunération, mais qui en plus perdent leur lien avec la mondialisation. Quand vous faites des roulements à billes qui vont être intégrés à Romorantin ou à Montbrison, vous faites des roulements à billes qui vont être intégrés dans une chaîne automobile ou dans une chaîne industrielle et qui vont se retrouver... Vous êtes assez heureux de la mondialisation, vous y contribuez, vous êtes dedans. Et en revanche, quand on vous coupe complètement ça, vous vous retrouvez marginalisé, coupé du monde, frustré, amer. Et si en plus vous prenez les augmentations de taxes, devinez quoi, vous allez dans la rue. Ouais. Après, en même temps, beaucoup d'efforts ont été faits ces derniers temps quand même pour les boîtes. L'impôt sur la société qui a une trajectoire qui est en baisse, des allègements de charges qui sont pérennisés. Qui est en baisse. Et certains diront, les syndicats auront beau jeu de dire, mais le patronat, il en veut toujours plus. Et on attend de voir les emplois qui sont créés, les 1 million d'emplois promis regardez les dernières Pierre il y a Gattaz, 500 000 créations de... Mais combien auraient été créés? Aucun patron ne crée des emplois pour faire plaisir aux syndicats, ni d'ailleurs à personne. On crée un emploi quand on a besoin de le créer. Donc les patrons d'ailleurs ont tort de prendre des engagements dans ce domaine et ont tort de faire croire que ça leur est agréable de créer des emplois. Oui, c'est marginalement agréable, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous créez un emploi quand vous vous dites que vous allez pouvoir gagner plus que ce que ça vous coûte. C'est aussi bête que ça. Ce n'est pas des amis du genre humain, les patrons, et ils ont tort de passer pour les amis d'essayer de se faire passer pour les amis du genre humain. Symétriquement, les ouvriers ont tort de penser que les patrons détruisent des emplois juste pour se faire plaisir. Si vous avez la possibilité de gagner plus d'argent en ayant un emploi de plus, vous allez évidemment le créer. Il faut sortir de la morale sur ces sujets-là. Et donc, quand les conditions sont réunies pour que l'emploi se développe, eh bien l'emploi se développe. Et d'ailleurs, les quelques améliorations qu'on a évoquées tout à l'heure, qui tiennent à la fin de Hollande et un peu au début de Macron, se traduisent, comme vous l'évoquiez au tout début de notre échange, par des créations de postes qui sont, même si octobre a marqué un léger repli, non, c'est un petit repli en octobre, mais regardez la tendance. On était à 250 000 ou 280 000 créations d'emplois en France, on sera à 130 en 2018. Un rythme de création de postes divisé par 2. Regardez la courbe sur 3 ou 4 ans, vous avez quand même une envolée de la création d'emplois. Et c'est évidemment pour partie la correction des folies précédentes, pour partie la conjoncture internationale, pour partie aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même moins cinglé pour un employeur de se recruter que ça l'était il y a seulement 3 ou 4 ans. Donc il y a quand même un tout petit peu de crédit à mettre sur Hollande et Macron. Quoi qu'on puisse dire, énormément de mal d'Hollande à raison de la première partie du quinquennat et un peu de mal, à mon avis, de Macron à raison de la faiblesse des mesures qui sont prises. Les Français se sentent trop taxés. Il y a ce sondage Opinionway, 50% des Français expriment un ras-le-bol fiscal, un niveau inédit qu'on retrouve au plus haut depuis 4-5 ans, qui nous ramène justement à l'ère de François Hollande. Ça prouve que le président Macron n'a pas pris le taureau par les cornes sur ces questions de pression fiscale. L'INSEE a sorti le chiffre sur 10 ans, 21 milliards d'euros. C'était hier, 21 milliards d'euros ont été pris en taxes, en cotisations aux Français, 750 € par an qu'on leur a pris. Non, mais bien sûr. Si vous voulez, alors c'est intéressant parce que cette taxation du diesel et de l'essence, c'est compréhensible si vous voulez parler d'écologie sérieusement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le matin... Moi, c'est des sujets qui m'intéressent modérément, mais la plupart des gens sont extrêmement mobilisés derrière l'idée qu'il faut sauver la planète dans les meilleurs délais. Vous ne pouvez pas le matin dire qu'il faut sauver la planète et l'après-midi dire qu'il faut payer l'essence au même prix qu'avant. Donc, dans le fond, c'est parmi les innombrables taxes qui ont été inventées récemment, celle qui, à mon avis, est probablement la plus défendable. Le problème, c'est que qui décide de ça? Ce sont beaucoup les bobos parisiens qui veulent dormir en toute bonne conscience parce qu'ils vont sauver la planète. Et qui paye de l'essence? Ce n'est pas le bobo parisien qui circule nu à vélo avec une marguerite dans la bouche pour sauver l'humanité. C'est les braves gens qui n'ont pas d'autre choix que de rouler en diesel pour faire les 30 ou 40 km qui les séparent de leur job dans les territoires, dans les régions. Et donc il y a un moment, même si le bien fondé
de cette fiscalité supplémentaire est défendable, il ne faut quand même pas oublier que c'est toujours pareil, hein, les décideurs ne sont pas les payeurs forcément. Et donc, il y a ce sentiment qu'on paye pour la bonne conscience des autres, et donc, qui n'est pas complètement mal fondé. Et donc augmenter justement ces taxes sur les carburants alors que le pétrole augmente, alors qu'on est entre 70 et 80 $. Au moment où François Hollande le fait, on est à 30 $. Et donc, c'est relativement $1. Est-ce que ce n'est pas une décision folle de la part du gouvernement en termes de timing, justement, que le timing n'est pas le bon? Peut-être qu'il a fallu attendre des jours meilleurs. Mais vous savez, le monde est laid. Il y a beaucoup de belles idées, mais il y a aussi beaucoup de petites cuisines en politique. Et c'est parfaitement compréhensible. Avant d'exercer le pouvoir et de faire tout ce qu'il faut faire, il faut d'abord avoir le pouvoir et le garder. Les votes écolos, l'équilibre de la majorité, c'est important pour le président, et je peux le comprendre. Si vous voulez avoir un François de Rugy qui est content, si vous voulez avoir des écolos qui sont un peu limités dans leur capacité de faire une offre alternative à En Marche, il faut leur donner des gages. Et pour donner des gages aux écolos, faites ça. Bien sûr, c'est la politique. Alors, c'est de la politique qui est compréhensible à condition qu'elle ne soit pas bouffonne. Par exemple, sur le diesel. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, un technicien. Malheureusement, je ne suis pas ingénieur. Mais quand vous regardez ce qu'on nous dit aujourd'hui sur le diesel, c'est-à-dire que le rejet de particules fines de diesel aujourd'hui sur les derniers moteurs diesel, ce n'est pas plus que les moteurs essence. Encore une fois, moi, je lis ce que disent les experts, je ne suis pas spécialiste. Mais si c'est vrai, comme les diesels consomment moins d'essence et donc rejettent moins de dioxyde de carbone que les voitures à essence, l'idée que pour sauver la planète, on va dissuader les gens de prendre du diesel pour qu'ils consomment plus en allant sur des... Ça ne tient plus. Après, vous me direz, ils n'ont qu'à faire de l'électricité. Alors d'abord, chercher une prise pour charger une voiture. Bon, donc ça va prendre un certain temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on trouve les éléments qui permettent d'avoir une pile pour une voiture? En Chine, en République démocratique du Congo, des braves gens avec qui je pense que ce serait pas mal d'avoir une relation qui ne soit pas exactement de dépendance. Je serais assez heureux de ne pas dépendre des Chinois pour pouvoir rouler demain. Qu'est-ce qu'on fait de la batterie une fois qu'elle est usée, qu'elle est démantelée? Ce n'est pas de réponse complètement probante. Donc l'idée qu'on va se précipiter dans des lendemains qui chantent, qui vont faire payer les gens beaucoup plus cher, qui ne vont pas nous donner tout de suite forcément des résultats et qui vont nous mettre dans les bras d'étrangers modérément recommandables, c'est une idée moi, que je trouve relativement discutable. Donc mettez-vous, les gens, ils ne connaissent pas forcément tous les détails de cette histoire, mais ils sentent qu'il y a un côté, faites ça parce que moi je dis que c'est bien, et on s'en fiche que vous payiez. Ça, c'est reçu, c'est perçu comme tel. Sachant que l'État a poussé le diesel pendant des années maintenant. Mais bien sûr. Enfin, écoutez, il y a encore 3-4 ans, on vous disait que c'était bien de faire du diesel. Le diesel, pourquoi on l'a fait? Parce que d'abord, la France a une bonne industrie de diesel. Oui. Parce que les raffineurs, vous savez, le gazole, c'est un produit fatal. Quand vous faites de l'essence, vous vous retrouvez avec du gazole sous le bras, vous ne savez pas quoi en faire. Donc les raffineurs... Et c'est bien normal, et l'État les a soutenus parce qu'il fallait faire quelque chose, c'est une industrie française aussi. Les raffineurs ont dit, faites-nous du diesel. Donc on fait du diesel, on pousse les gens à faire du diesel, on leur demande de s'équiper en véhicule diesel, on les incite à faire du diesel. Le diesel, vous allez rire, ça dure plus longtemps que la voiture essence, et c'était plus cher. Donc les gens s'équipent sur la base d'une promesse de l'État, d'une recommandation de l'État, puis au moment on leur dit, vous êtes vraiment des salauds d'avoir un diesel, et d'ailleurs on va vous donner un grand coup sur la tête pour vous apprendre à vivre. Et avec une petite primette. Avec une petite primette. Pour la convertir. Une petite primette, vous connaissez le prix d'une voiture électrique, même le prix d'une voiture à essence, la petite primette, si vous voulez, pour un ménage, accélérer le renouvellement d'une voiture, c'est une décision extrêmement lourde. Et souvent, quand il y a une prime et une aide fiscale, souvent le prix de ce qu'on achète augmente d'autant. Bien sûr. Sait très bien. Bien sûr. Ça va dans la Alors poche ça, du c'est sur la différence essence-diesel. Mais derrière tout ça, vous avez aussi l'augmentation permanente des taxes, qui encore une fois est compréhensible du point de vue de l'internalisation des externalités négatives. On ne va pas faire de l'économie de cuistre sur un coin de table, mais on peut. Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, les gens voient bien que cette essence est horriblement taxée. On est à peu près à 2/3, 3/4 de taxes. Ouais. J'ai vu il n'y a pas longtemps Emmanuel Ducrot qui expliquait que… C'est pas Bibi. C'est pas Bibi. C'est Bibi au tiers. C'est Bibi au tiers, oui, mais… C'est vrai que l'essence aujourd'hui, si elle est plus chère qu'il y a 6 mois, c'est en très grande partie parce que le pétrole a augmenté. Mais en tendance, la part des taxes ne fait que s'accroître. Et cette folie d'avoir une CSPE sur l'électricité pour sauver l'humanité, puis une taxe sur l'essence. La CSPE, c'est une taxe qui doit faire maintenant 10-15% de la facture électrique, sur laquelle d'ailleurs, naturellement, vous avez, comme vous avez sur l'essence, une TVA, devinez Évidemment. Quoi. Tout ça est complètement dingue. Tout ça pour faire, si vous voulez, des choses qui sont certainement utiles, mais dont les gens se demandent s'il est légitime qu'on le leur fasse payer. Moi, voilà. À juste titre. Là où je m'interroge, c'est de voir encore une fois ce ras-le-bol fiscal qui est au plus haut depuis François Hollande, selon ce sondage Opinionway, alors qu'on baisse la taxe d'habitation, qu'on baisse les cotisations salariales. Vous me direz, la CSG a monté. Et c'est une grande constante en politique. Malheureusement, les baisses d'impôts sont très peu sensibles. C'est très douloureux pour les hommes politiques qui comprennent ce qu'il faut faire, c'est-à-dire baisser la dépense publique et baisser les taxes. Ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais même pour ceux qui pensent comme ça à juste titre, ce qui est douloureux, c'est qu'on vous fait toujours reproche d'une hausse d'impôts et on vous fait presque jamais crédit d'une baisse d'impôts. Les baisses d'impôts, les gens
les absorbe. J'ai un ami qui dit viande avalée n'a plus de goût. Je pense que c'est un assez bon résumé. Ouais, vous avez la baisse d'impôts, puis après vous n'en parlez plus. Et si on vous la rappelle, ça vous contrarie, vous préférez ne plus y penser. La hausse d'impôts est très sensible. La baisse d'impôts, les gens ne sont pas complètement reconnaissants d'une baisse d'impôts. Donc c'est politiquement difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc les Français ont clos, parce qu'après on parle de Carlos Ghosn, les Français ont raison de se sentir trop lourdement taxés, encore une fois. Et d'ailleurs, on se dit que cette grogne des gilets jaunes, c'est une énième version, c'est un énième, j'ai envie de dire, symptôme du ras-le-bol fiscal. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, 3 ans, entre il y a 6 ans et il y a 3 ans, c'était, vous vous souvenez, les pigeons, etc., les gens qui étaient extrêmement taxés sur des revenus particuliers et assez élevés, qui effectivement, on en prie avec François Hollande. C'était une niche. Vraiment. Ouais, c'est une niche. Vous avez quand même des gens dont les impôts ont augmenté de 25, 30, 35%. C'était considérable. Alors après, les gens, on vous dira, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, mais enfin, s'ils ont les moyens, c'est pas forcément… Les gens qui vendaient leur boîte. Oui, qui vendaient leur boîte ou qui avaient des revenus du capital. Aujourd'hui, les revenus du capital, même après la réforme Macron, ils sont taxés en France à peu près 2 fois plus que dans le reste de l'Europe. Et à l'époque, il était 3 ou 4 fois plus. Donc, c'était pas acceptable. 2 fois plus, il va fort manière là. Non, pas du tout. La moyenne de taxation des revenus du capital en Europe, pour ceux qui taxent, puis il y en a qui font zéro, ce que je ne recommande pas, c'est entre 17 et 20%. Non, c'est pas 30 parce que vous devinez quoi? Dès que vous passez 500 000 euros, et c'est les gens qui gagnent beaucoup d'argent qui sont intéressants dans cette conversation, vous êtes à 33 et si vous passez 1 million d'euros, vous êtes à 34. Donc quelqu'un qui se demande où il va mettre ses revenus du capital, il a 34 en France, puis il a 17-18 dans le reste de l'Europe. Il ne faut quand même pas oublier ça. Donc quand on nous dit qu'on a fait un énorme cadeau et que vraiment la France… On revient vers un niveau à peu près plus ou moins normal. Enfin normal, double des autres. Vous pouvez appeler ça normal, mais enfin, c'est quand même c'est bizarre d'appeler normal un niveau double des autres. Qui n'est pas une moyenne. Là, vous prenez les mieux 10 ans. Je prends la moyenne européenne. Ah, la moyenne européenne. Ah oui, non, les mieux 10 ans, ils sont plus bas. Ils sont à 14, 15, il y en a même qui sont à 0. Donc, ce n'est pas la norme. Donc, c'est pas la norme. Donc, on a eu ces gens-là qui ont réagi. Et puis maintenant, on a quoi? On a les gens qui vivent douloureusement, non pas l'impôt direct élevé parce qu'ils ne le payent pas. 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. La taxation des revenus du capital, c'est quand même évidemment quelque chose qui est réservé aux gens qui ont des revenus du capital. Donc, c'est une petite partie de la population. Maintenant, on a le ras-le-bol qui s'applique aux taxes qui sont vraiment celles que paye tout le monde, les taxes indirectes qui sont une source de revenus considérable pour l'État, déguisée, mais ça commence à se voir. C'est-à-dire quand vous taxez l'essence pas loin des 3/4, ça commence à se voir. Donc ça commence à faire mal. Ce ras-le-bol fiscal, il est justifié? Alors il est justifié, puis en plus l'État prend des risques, enfin le gouvernement prend des risques parce qu'il dit, et nous, évidemment, on est les amis du genre humain, de la nature et des marguerites et des petits oiseaux, et donc on va continuer. Ça va continuer à augmenter le 1er janvier, puis ça va continuer, puis ça va continuer. Attendez, vous êtes là, vous avez du mal à joindre les deux bouts, et vous voyez quelqu'un que vous avez élu et qui vous explique que pour votre bien, dans les 2 ou 3 prochaines années, pour le bien des petits-enfants, pour le bien des générations futures, des fleurs des champs et des petits oiseaux et des générations futures, on va taxer toujours plus. Le monde ne s'arrête pas après vous et moi. Non, le monde ne s'arrête pas avec nous et vous et moi, mais pour les gens, la taxation, c'est maintenant. Donc, on peut vous dire, demain, ce sera merveilleux, mais là, maintenant, c'est quand même douloureux. Alors, les gens ont un peu tort dans l'estimation qu'ils font de leur pouvoir d'achat, parce que les gens, souvent, les Français, les autres aussi d'ailleurs, n'intègrent pas des dépenses qu'ils croient être constantes, fatales, etc., mais qui sont en fait des dépenses de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un ménage, vous avez 2 ou 3 ou 4 ou 5 téléphones portables, vous avez 2 ou 3 ou 4 ou 5 abonnements télévision, etc. Tout ça pompe beaucoup sur le pouvoir d'achat. Les gens ne le… Encore, souvent, on voit pas qu'on a ça en plus. Et ça devient une dépense incompressible. Ça devient une dépense incompressible, je ne sais pas, mais elle est perçue comme telle. Ce n'est pas obligatoire de regarder la télévision, de s'abonner pour voir un match de foot tous les mois. Mais les gens considèrent que c'est à peu près vital. En tout cas, ils ne voient pas qu'ils ont cette dépense et cette jouissance en plus. Donc la perception, elle est celle d'une attrition du revenu disponible parce qu'il y a la fiscalité qui monte, parce que les salaires n'augmentent pas beaucoup. La France se spécialise sur les bas salaires, malheureusement, à raison de la politique publique qui fait que les allégements sont concentrés sur les bas salaires, et aussi parce qu'ils ont ces consommations nouvelles, mais dont ils ne voient pas forcément le bénéfice parce qu'on s'habitue. Alors, deuxième sujet, parce qu'on manque de temps, l'affaire Carlos Ghosn. Bon, on va pas refaire, on en a déjà beaucoup parlé. Aujourd'hui, ce qu'on sait en plus, c'est que la garde à vue est prolongée d'au moins 10 jours. On a compris que le gouvernement français avait lâché un peu le patron de Renault. Pas complètement. Mais d'abord, cette thèse-là du coup d'État chez Nissan, du complot, du règlement de compte ourdi par une direction de Nissan pour faire tomber Carlos Ghosn parce que cette affaire sort… c'est le hasard. On sait que Carlos Ghosn voulait chercher à rapprocher encore une fois. Il travaillait sur une fusion entre Renault et Nissan qui ne plaisait pas au cacique de Nissan. On peut en parler ou oui, on peut en parler. Non, mais on peut en parler, mais il faut en parler prudemment. C'est-à-dire que, moi, j'ai aucune information, et d'ailleurs très peu de gens en ont. Si tant est que quelqu'un en ait, c'est qu'on est dans le secret de l'instruction, on est dans une situation où quelqu'un est en prison, n'a vu que son avocat peu de temps et l'ambassadeur de France, mais il est coupé du monde. Et sa femme 15 minutes par jour avec qui il doit parler en japonais. Voilà.
voilà, il doit parler en japonais et 3 bols de riz. Bon, voilà, donc c'est quand même raide. Hein, plus dur sera la chute. Donc c'est vraiment spectaculaire. Donc on n'a pas beaucoup d'informations. Les allégations de Nissan sont très graves. Mais pour le moment, elles ne sont pas documentées. Ce lanceur d'alerte émanant du service juridique de Nissan. Oui, alors lanceur d'alerte, je ne sais pas si on peut le qualifier comme tel, mais c'est quelqu'un qui effectivement a dit moi je sais quelque chose et je vais vous le dire. Donc on ne sait pas grand-chose. La stature de Ghosn au Japon, on n'a pas idée. Hein. C'était vraiment un dieu vivant. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait sauvé une entreprise japonaise iconique. En fermant des usines, environ 20 000 personnes. Oui, mais tout le monde lui en savait gré quand même parce que la boîte a été sauvée et qu'elle est redevenue incroyablement puissante. Bon, alors le prix à payer pour ça, c'est que c'était un nom japonais qui la dirigeait. Et puis il y a eu ce jeu compliqué avec le gouvernement français du temps Emmanuel Macron était à Bercy, ministre de l'économie. Donc il y a un ressentiment qui s'est bâti. Vous vous souvenez peut-être qu'Emmanuel Macron avait profité de la loi Florange pour doubler les droits de vote de l'État, pour essayer d'obtenir que Renault pèse plus dans l'alliance. Ce sont des équilibres que Ghosn avait trouvés, parce lui c'était un grand diplomate avant même d'être un homme d'affaires. Hein. Il avait trouvé avec les Japonais, où vous avez cette structure qui est basée aux Pays-Bas, qui s'appelle l'Alliance, qui est plus ou moins à parité. Et donc on prend les décisions stratégiques ensemble. En revanche, Renault a 43% de Nissan et Nissan n'a que 15% de Renault. Alors que Nissan est Nissan beaucoup plus gros. Et Nissan est beaucoup plus gros. Nissan est beaucoup plus gros, plus rentable. Alors Renault s'améliore, mais pendant des années, Nissan représentait plus que les bénéfices de Renault. Les bénéfices de Nissan représentent plus que les bénéfices de Renault. Donc c'est la part de Renault dans les bénéfices de Nissan. Non, maintenant depuis 2 ou 3 ans, ça s'est amélioré. Renault va beaucoup mieux, heureusement. Mais si vous voulez, on est dans une situation où il y a à la fois c'est un peu comme M. Perrichon. Dans un premier temps, quand vous empêchez quelqu'un de tomber dans le précipice, il vous en est reconnaissant parce qu'il préfère ne pas mourir. Mais avec le temps, on aime mieux ne pas avoir sous les yeux le spectacle de quelqu'un qui vous a rendu un service insigne. Et je pense qu'il y a une usure au Japon du crédit qu'on faisait à Ghosn, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un peu embêtant de voir ce gaijin qui n'est pas japonais, donc être là, diriger. Alors, il y a aussi peut-être le caractère, le fait que ça ait duré longtemps, le caractère de Carlos Ghosn qui est particulier, le fait que ça ait duré longtemps, le fait qu'il n'y ait pas de succession claire, etc. Donc, il y a plein de raisons qui ne justifient pas qu'on pense à un complot. Cela dit, d'un point de vue purement rationnel, il n'est pas déraisonnable d'envisager l'hypothèse d'un complot, parce que c'est vrai. Ça, on n'a rien dit. Hein, mais non, moi, on n'a pas d'info. On n'a aucune info. Mais c'est vrai que la coïncidence est intéressante, le timing, que le nouveau patron de Nissan, qui a été nommé d'ailleurs par Carlos Ghosn, et qui lui plante un poignard dans le dos, Hiroto Sakawa, et qui d'ailleurs avait été dégradé dans un premier temps, puisqu'il était au bord de Renault, et puis on l'avait remplacé par quelqu'un d'autre, mais ensuite il a été mis en gloire par Carlos Ghosn, et là maintenant il donne un coup de poignard dans le dos. Voilà, il tue le père. Mais il tue le père, pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que c'est un mécanisme psychologique bien connu? Moi, j'ai des doutes. On peut imaginer effectivement qu'il y a 2 options. Soit il a découvert que Carlos Ghosn se comportait d'une manière parfaitement inacceptable, ce qui lui est reproché, aucune idée de la véracité des faits, évidemment, est grave. Hein, financement d'une partie de son remariage à Versailles par la société, des villas à l'étranger. Moi, tout ça payé par Nissan. Sincèrement, j'ai peine à le croire, parce qu'il n'est pas assez fou pour ça, me semble-t-il, Ghosn. Mais ce sont les faits allégués. S'ils sont vaguement vrais, c'est très grave. Et donc, je comprends que Brutus soit fâché contre César. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que ces faits ne soient pas vraiment vrais, que peut-être même ils soient largement inventés, ou même qu'on ait fait tomber Ghosn dans un piège. C'est une hypothèse que j'ai entendue circuler. Ses impôts, par exemple. Vous pensez bien que cet homme-là, qui a son agenda rempli 18 mois à l'avance, il est un peu obsessionnel de l'agenda. Ce n'est pas lui qui remplit ses feuilles d'impôts le soir à la veillée. Donc il doit y avoir des cabinets, probablement cofinancés par Nissan. C'est l'usage dans ce genre de circonstances. L'idée qu'on découvre ex post, alors qu'en plus au Japon, vous avez le prélèvement à la source. Donc les gens chez Nissan, ils savaient ce qui était prélevé par le fisc sur le salaire de... Donc l'idée qu'on découvre tardivement... 40 millions d'euros sous-estimés au fisc japonais. Tout est possible, mais c'est vrai que c'est une hypothèse assez forte, l'idée qu'on tout d'un coup, ah là là, ça fait plusieurs années qu'ils ne payent pas les impôts qu'ils devraient. Je trouve ça singulier. Et donc, il y a une hypothèse selon laquelle, comme Ghosn voulait partir après avoir vraiment intégré complètement les 3 sociétés, ce qui aurait été au détriment des Japonais, les Japonais se sont rebuffés et ont essayé de le faire tomber. Moi, je ne suis pas complotiste. En général, je pense que les gens qui pensent à des complots ont tort. Mais enfin, là, il y a une coïncidence intéressante. Les faits qui lui sont reprochés sont tellement étonnants par rapport à ce qu'on sait de l'homme Ghosn. Voilà, c'est impossible de savoir. Certainement, en tout cas,
comment dire, l'impérium de Carlos Ghosn et la durée de son impérium n'ont pas joué en faveur de la paix civile à l'intérieur de l'Alliance. Et à se demander quand même, malgré tout, si ce type-là n'était pas devenu hors sol non plus, avec ce mélange de puissance, d'impunité qui font qu'on peut se croire parfois tout permis aussi. C'est quelqu'un qui a une Gemütlichkeit, comme on dit, qui est particulière. C'est-à-dire que Gemütlichkeit, une manière d'interagir avec les gens qui est particulière, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de concessions, il n'est pas mondain pour un sou. À Paris, d'ailleurs, il est très peu intégré dans les réseaux classiques. Mais les gens qui le connaissent bien disent qu'il n'est jamais ni méprisant, ni désobligeant inutilement, etc. Je ne le connais pas ou très très peu. Je ne peux pas en parler savamment. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit l'incarnation du patron arrogant. En revanche, on peut penser que dans certains cas, les parties de bras de fer qu'il a jouées lui ont fait des ennemis ici et là. Évidemment. Et en finissant en se disant que, encore une fois, supposer que tout ça soit avéré, on verra, il y a une enquête, etc., ça va donner en France encore une mauvaise image des patrons, qui ont l'image de toujours vouloir se gaver plus pour économiser quelques centaines de milliers d'euros en plus d'impôts, tout en demandant des efforts aux salariés. Si c'est vrai, c'est grave aussi pour ça. Encore une fois, il faut être très, 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 très prudent. Les faits sont très graves, mais à ce stade, de 10 ans de prison, les faits sont avérés. Ce ne sont que des allégations. En France, on appellerait ça abus de biens sociaux et fraude fiscale. Si c'est vrai, c'est très grave. C'est même insensé, parce que quand vous avez précisément ce type de rémunération, c'est complètement dingue d'aller essayer de gratter un peu, parce que ça paraît des sommes colossales, mais par rapport à ces rémunérations, ce n'est pas non plus des sommes énormes. C'est dingue de ne pas payer ses impôts. J'arrive même pas à le croire. Mais c'est vrai que ça ne va pas améliorer l'image des patrons en France. Alors, la rémunération de Carlos Ghosn était spécialement élevée parce qu'il y avait deux rémunérations. Et c'était ça qui faisait justement qu'il y avait beaucoup de bisbilles avec Bercy. Il était payé par Renault, il était payé par Nissan. À l'aune des c'est quand même quelqu'un dont la valeur, le parcours sont très spectaculaires. Alors, ça ne vaut rien dans une discussion de comptoir, mais enfin, franchement, quand vous regardez de combien chute la valeur de Renault, de Nissan, de Mitsubishi, quand on craint qu'ils ne partent, vous avez un peu quand même une idée de la valeur de ce qu'il apportait. Alors, pas complètement, parce qu'il y a aussi des craintes sur l'avenir de l'Alliance, mais malgré tout, ce n'est pas dramatique de perdre, du point de vue du reste de la société, si on considère que c'est mal de payer les patrons, ce qui n'est pas mon cas, de perdre 10 ou 20 millions par an, si c'est pour avoir un édifice qui permet de faire de Renault, Nissan, Mitsubishi le numéro 1 mondial. À touche-touche avec Volkswagen et Toyota. À touche-touche avec Volkswagen et Toyota, avec une présence sur 5 continents. Il ne faut quand même pas oublier les ordres de grandeur, quoi. Franchement, moi qui gagne 5, 10, 15 ou 20, ça m'est à peu près égal. Si Renault va tellement bien qu'il est devenu, alors qu'il était subclaquant, il ne faut pas oublier, il y a seulement quelques années, le pivot d'une alliance automobile qui est numéro 1 mondial. Donc essayons quand même voilà, il ne faut pas voler, c'est clair. Mais enfin, ne perdons pas les ordres de grandeur de tête. On ne les perd pas avec Philippe Manière, c'est toujours un plaisir. Philippe Manière donc, président de Footprint Consultant, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Philippe. Merci.